Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. À Morat, impossible de manquer l'œuvre emblématique de Jean Nouvel, Monolithe. Mais il est d'autres îles flottantes qui ajoutent au mystère et au romantisme de cette Arte-Plage. Explication, Marcus Benny. Vous venez de passer en regardant en bas. Vous savez ce qu'il y a là dans l'eau? Non, mais ça doit être de l'art, ma femme a dit, à cause des couleurs. Vous n'avez pas trouvé ce que c'est? Non, ça pourrait être une rivière. Je suppose que c'est une rivière, une toile flottante. Ces personnes n'ont pas tout tort, les canards le confirmeraient d'ailleurs s'ils avaient le don de la parole. Cette rivière n'est autre que le tableau « L'île des morts » d'Arnold Böcklin, datant de 1880. Cette œuvre est une ancienne référence au masterplan de l'Expo de 1998, élaboré encore par Pipi Lotiriste. Puis Jean Nouvel s'en est inspiré dans le concours d'architecture, s'en est inspiré aussi comme justification d'avoir créé une île flottante au lieu de construire une plateforme comme c'était prévu comme à Bienne et à Neuchâtel. La peinture de Böcklin est un élément du projet épave, comme par exemple la barque rouillée ou les troncs flottants sur le lac, ou comme ici, le jardin des tortues près de la place d'embarquement pour le monolithe. Ces objets, ainsi que d'autres, unissent les pavillons dans un concept artistique qui englobe toute l'Arte-Plage de Morat. Il voulait juste, je crois, le laisser un petit peu comme un radeau de la Méduse planté dans le lac. Puis les gens qui le voient, c'est bien, qui se posent la question, ce que c'est, pourquoi c'est là, très bien. Puis les gens qui ne le font pas, mais enfin tant pis pour eux. Je crois qu'il ne faut pas avoir une attitude trop pédagogique à suivre. Mais il faut tout de même pouvoir voir l'image et ce qu'elle représente. Une fois par semaine, un groupe de 3 personnes du service du feu de Morat s'en occupe. C'est assez spécial, c'est unique ce que nous faisons. Ça n'entre pas du tout dans le cadre des tâches habituelles des pompiers. L'image de Böcklin n'a jamais autant de public que lorsqu'elle est nettoyée. Une performance gratuite du service du feu de Morat. De quoi réjouir tout canard qui s'ébroue dans cette salle de bain tout à fait particulière. Construire le pavillon au signal douleur d'Yverdon s'est révélé beaucoup plus complexe que le nettoyage de ce tableau flottant. Au-delà de la difficulté technique, c'est une expérience humaine unique qui se cache derrière cette exposition. C'est en effet la Licorne, un atelier de réinsertion sociale pour adultes en difficulté et marginaux qui a accepté de relever le défi. Le reportage de Pierre-Alain Chanel. Entrer dans un pavillon de la douleur n'est pas des plus réjouissants. Pourtant, des hommes l'ont fait à Yverdon bien avant le public de l'expo. Ce sont les hommes de la Licorne, un atelier de réinsertion pour les marginaux. Construire le pavillon signal douleur par un hiver glacial a demandé des efforts presque surhumains. Et pourtant, ce chantier restera dans l'histoire de la Licorne une aventure fantastique, formidable et douloureuse à la fois. Pavillon signal douleur déjà je trouve avec la Licorne ça va bien parce que la douleur si elle n'est pas la Licorne je ne sais pas où elle est, en tout cas pour les mecs, en tout cas ce qu'ils vivent dans leur vie et c'est vrai que c'était pour cette raison déjà pour nous très motivant de le faire et en plus ça avait l'air d'être un gros truc quoi. Et avant de commencer cette structure presque tout le monde a refusé parce que c'était trop compliqué et en plus, je trouvais pour nous, de notre côté, Pavillon de la douleur, trouver un groupe qui est de la marche, qui sait qu'est-ce que c'est le sujet. Pour moi, c'était important, les gens qui construisent ce pavillon, parce que c'est quand même 100 km de fils à tresser, et à l'intérieur, il y a 300 km de tubes. C'est énorme comme travail. Alors là, nous nettoyons un produit avec la terpinette, à peu près 2,5 mètres du tube. Et il y a à peu près 20 000 tubes total ici.
À travers cette expo, les gens ont vu le travail qu'on a fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était un challenge énorme. Et une fois de plus, avec tous, je dirais là, vraiment avec tout le monde, je dirais on est très très fiers d'avoir réalisé ça et d'avoir été jusqu'au bout. Et la cerise sur le gâteau, c'est vrai que c'est le pavillon au signal douleur. S'il est vendu, là, Werner Jecker, la Télé du Nord, nous a déjà affirmé qu'il serait remonté par la licorne, où que ce soit dans le monde, Sydney, Tokyo, n'importe où. C'est la licorne qui a maintenant acquis ses expériences, parce que c'est une première mondiale. C'est nous qui allons le monter, puis là, j'espère qu'il va être vendu à Sydney ou je ne sais pas où, mais enfin, le plus loin possible pour qu'on puisse faire ce grand voyage et remonter ce pavillon ailleurs dans le monde. Les Bernois sont réputés pour leur lenteur et deux comiques de ce canton en ont fait un art de vivre et leur fonds de commerce. Les Flugzeuge ont tenté une visite éclair de l'expo avec plus ou moins de bonheur. Michel Blumenthal. Oh, c'est super cet engin. Bonjour, faut s'asseoir. Je suis là. C'est bon. C'est super. Cet engin, c'est super facile. Oui, c'est pas très haut. Non, non, tout le monde peut le faire. Oui, merci. Quand c'est qu'on y va? Je crois qu'on a du retard. Oh, à côté. Ça va? Oui, pas de problème. Viens, on y va. Ça perd l'hypopée. Cet engin, c'était super facile. Oui, vraiment. On va manger quelque chose? Hé, mes pop-corns sont vides. Ah ben les voilà. Ils arrivent maintenant. Il vaut mieux s'arrêter là avant que vous ne vous endormiez. Nous retrouverons sans aucun doute les Flugzeuge un peu plus tard. Les Schaffhausois ont été bien plus lestes à l'occasion de leur journée cantonale. En l'espace d'un jour, ils ont réussi à construire un pont de bois qui les a reliés symboliquement à leurs voisins du Baden-Württemberg. Mais quel message ont voulu transmettre les habitants rhénans? Le reportage de Jérôme Barbier et Miroslav Marès. 9h40, arrivée en gare de Neuchâtel du premier train spécial transportant les Schaffhausois et leur hôte allemand. 3000 habitants de ces régions sont au rendez-vous, dont un tiers est représenté par des enfants. Là, on est un groupe de 50 à 60 élèves de Singen. Et oui, on aura du plaisir. C'est la première fois qu'on vient ici. Bon, c'est clair, on vient de Singen qui est près de la frontière suisse, donc Schaffhouse n'est pas très loin et la Suisse est à notre port. Aujourd'hui, c'est une journée cantonale fondamentale pour montrer notre collaboration avec le Land Bade-Württemberg sous le thème « Esquisse d'un pont ». Un pont en bois qui évoque une collaboration presque naturelle en raison de la situation géographique du canton. Schaffhouse, sur ses 180 km de frontière, en partage 150 avec l'Allemagne. Nous sommes donc entourés par le Land de Bade-Württemberg. Et c'est ainsi que nous est venue l'idée d'utiliser ce jour pour rendre les gens attentifs à notre situation frontalière. Voilà la raison pour laquelle on collabore aujourd'hui avec ce voisin. Une pirouette stratégique qui devient difficile à expliquer par les non-initiés dont font partie les bâtisseurs du fameux pont symbolique. Le silence se fait lourd lorsqu'il s'agit de définir les implications concrètes de cette collaboration transfrontalière. Quelle question? Pour moi, ça ne veut rien dire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous sommes simplement des voisins et en quelque sorte, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. On a la même langue. Ça a sûrement une signification politique, n'est-ce pas? Un acte politique mais pas historique et qui ne doit en aucun cas être comparé à un rapprochement avec la communauté européenne. Ces deux questions ne doivent pas être mélangées. Schaffhouse a toujours dit oui à la collaboration transfrontalière et économique dans le cadre régional. Mais n'oubliez pas que lors des dernières votations, on ne s'est jamais approché d'un oui en faveur de l'Europe. C'est pourquoi ces deux points sont différents et ne peuvent être mélangés. L'acte symbolique qui aurait pu surprendre reste donc politiquement correct. Schaffhouse flirte ouvertement avec l'Allemagne sans pour autant ouvrir une brèche en direction de l'Union européenne. Je trouve que l'expo, c'est cool. Je brise mon propre cœur. Moi-même. Oh non, regarde. Merde, juste à côté. Il faut espérer que la prochaine fois, ils viseront mieux. Le Liechtenstein avait visé juste, lui, à Bienne, seul État étranger à être invité à Expo 02. La principauté avait choisi l'humour pour se présenter. Un reportage de Marcus Benny. Plus d'un millier de Liechtensteinois ont rallié l'Arte-Plage de Bienne. Pour un pays de 33 000 âmes, c'est une bonne moyenne. Je suis conseiller fédéral depuis longtemps et j'ai déjà vécu beaucoup de visites d'État. Mais c'est la première fois où toute la population est présente. Mais dans le fond, c'est bien. Une bonne dose d'humour a continué de rythmer la partie officielle. Le maire de Bienne, Hans Stöckli, a offert l'asile au prince Adam, qui a menacé de quitter le Liechtenstein si l'on n'adhérait pas à ses demandes en matière de révision de la Constitution. Je tiens à remercier chaleureusement le maire de pouvoir venir habiter ici. C'est une offre très alléchante. Le Liechtenstein a proposé un programme très varié pour illustrer ses multiples particularités. Il est le seul État étranger à avoir été invité à se présenter lors de la manifestation nationale. Être le seul État à avoir sa propre journée souligne les bons rapports que nous entretenons avec la Suisse. C'est un signe de nos bonnes relations bilatérales. L'espace d'un samedi, l'Arte-Plage de Bienne s'est transformée en principauté. Mais pas de quoi ébranler les fondements démocratiques de notre pays. Expo 02 avait choisi démocratiquement de se faire promouvoir par des ambassadeurs. Le premier d'entre eux, le ministre jurassien Jean-François Roth, est aujourd'hui dans nos studios. Monsieur Roth, bienvenue à Expo TV. Bonjour, merci. Alors l'Expo, c'est vrai, c'est un succès populaire, mais en même temps son image est très écornée, notamment en raison de ses déboires financiers. Est-ce que vous êtes soulagé que votre rôle se soit terminé le 15 mai dernier ? C'est-à-dire en fait que naturellement les ambassadeurs n'étaient pas associés à la gestion financière de l'exposition, donc c'est un rôle tout à fait différent. Soulagé, non, j'étais content de tenir ce rôle et de faire un peu de publicité pour l'expo parce que je pense que c'était une bonne chose que de créer une exposition nationale. Mais en même temps, avoir son nom intimement lié à Expo 02, prochainement pourrait être problématique, notamment sur le plan politique avec les élections. Bon, autant on peut rester dans son bureau pendant
pendant 4 ans et puis attendre que les événements vous passent dessus, ou bien on peut essayer de les promouvoir. Moi, je pense que pour le canton du Jura en particulier, comme pour la région des Trois-Lacs, c'était quand même un événement d'une importance capitale qui a promu cette région, généralement délaissée. Et par conséquent, moi, je suis absolument convaincu que pour nos 5 cantons, cette exposition nationale a en fait eu des effets bénéfiques pour la région. Mais les 123 ambassadeurs ont réellement contribué au succès populaire ? C'est difficilement quantifiable, naturellement, mais je pense que cette opération, qui était en fait une opération marketing ou publicitaire, a eu des effets bénéfiques sur l'Expo. Elle a eu lieu dans l'année qui a précédé, dans une année où le scepticisme des gens était très, très fort, et je pense qu'on a contribué aussi à faire changer l'ambiance vis-à-vis de l'Expo, et maintenant, même si, comme vous l'avez dit, ça reste chaotique sur le plan du financement en particulier, on constate que l'Expo est un grand succès populaire. Donc, mais en même temps, il manque toujours des visiteurs. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de continuer ce travail de lobbying ? Oui, sans doute, mais en fait, notre rôle était confiné à l'année qui précédait l'Expo, et je pense que les ambassadeurs qui ont été désignés continuent autour d'eux de rayonner, de faire de la publicité pour l'Expo. Alors, le Jura a un peu une histoire ambiguë avec Expo 02. Vous étiez l'ambassadeur officiel. L'AMJ représente l'esprit rebelle. C'est pratique de pouvoir jouer sur les deux tableaux ? Vous voyez, je suis un peu une espèce de dialectique ambulante, mais je pense qu'en fait le Jura comme ambassadeur, on l'a pris comme il était, c'est-à-dire ce nouveau canton un peu rebelle, un peu décalé par rapport aux autres, et ça a facilité grandement mon rôle auprès des autres cantons en particulier. Monsieur Roth, merci beaucoup pour ces explications. Voilà, on passe à la deuxième partie de notre émission, mais avant, notre agenda. Sur la scène du rivage de l'Arte Plage de Bienne, un duo helvétique proposera le 4 octobre un cabaret dans le style des années 20. Jean-Claude Sassine au piano et Andreas Thiel à la voix seront sur scène dès 14h30. Toleranzgrenzen sinken. Denn gerade heute muss ich morgen nicht arbeiten. Si le spectacle Artemisia donne sa version du phénomène de l'absinthe, il est possible d'en savoir plus encore du côté du Grand Séchoir de Bovresse. L'exposition Voyage au pays des fées est ouverte tous les week-ends de 10h à 17h ou sur rendez-vous. À Yverdon, le mondial accueille la Bretagne, sa musique et ses spécialités culinaires. Bal Tribal propose de la musique bretonne, mais également d'Écosse, de Galicie et de Bulgarie. Spectacle tous les jours sauf le lundi. T'as vu? Il y a quelqu'un qui se baigne. En plein dans l'eau. Hé, c'est interdit. À l'expo, on n'ose pas se baigner. Tu dois sortir. Allez, on va le dénoncer. On appelle la police. Ou bien on le dit à celui-ci. Toi, le chef, il y en a un qui se baigne. T'as vu? Le signe. Il doit se baigner. Il appartient à l'expo. Il a le droit. C'est dégueulasse. Je trouve aussi. Maintenant, droit devant. En plein sous l'Arte Plage. C'est quand même dur de pédaler tout seul, hein? C'est fou. Cool, hein? Lass doch aufsehen. Ciao. Salut zusammen. Hast du gesehen, wir sind T'as vu? On est des signes. Ça te plaît? Er heisst Iris, unser Schwan. Das ist der Iris.
Dieu sait ce qu'une nuit de pleine lune pourrait bien provoquer chez ces deux-là. En tous les cas, il n'était pas à bord de l'AMJ pour sa dernière expédition au clair de lune, parti d'Yverdon. Les passagers ont été bercés par l'atmosphère musicale baroque de minuit au petit matin. Mais que représente une nuit de pleine lune? Raël Meuch est allé enquêter. Schöne Nacht. Lange Nacht mit schönem Licht. Ce sont de belles et longues nuits avec une belle lumière, naturellement aussi romantique et nostalgique. C'est exactement ce qu'il faut pour une veille de noces, une nuit de pleine lune. Une période qui me touche très fort parce que je suis plus sensitif, je suis plus dedans dans ma vie. Une très bonne ambiance et avant tout l'occasion de passer du bon temps avec mes amis. C'est une expérience différente. Donc d'habitude le samedi soir on va en boîte ou on va ailleurs mais pas sur un bateau toute la nuit. Donc c'est différent et j'aime bien ce qui est différent. Donc parfait. Pendant que les gens goûtaient en somnolant ou en discutant au charme d'une nuit de pleine lune pour la première fois, deux professionnels du clair de lune se montraient encore frais et dispo. Je pense que c'était tout au début quand on a essayé de faire une sorte de rythme dans cette programmation de l'Arte Plage. On a choisi la lune comme un rythme naturel. Parce qu'on savait que c'est un élément, l'eau, qui nous est étrange, comme l'être humain. L'être humain se promène sur la terre ferme. Et l'eau, ça nous fait beaucoup de respect. C'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux. Et aussi l'équilibre, il est tout différent que l'équilibre qu'on a sur terre ferme. Et en plus, quelque chose qui nous rend encore dingue, ou qui met le spleen dans notre spleen aussi de l'idée. La pleine lune, c'est l'idéal, c'est la métaphore la plus belle qui existe. Cette nuit, c'est une sorte d'errance sur le lac. On cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, donc on peut seulement faire une sorte de recherche intérieure, de fermer les yeux. Et cet aspect méditatif me plaît beaucoup. C'est la dernière pleine lune en fait. C'est pour ça qu'on est un peu triste aussi. Il y a le blues dans cette lune. Blues de lune. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV. À bientôt.